Ok, bonjour à tous, on va attaquer. Donc avant tout, merci d'être venu à cette présentation qui va parler de .NET, de Java et .NET, de JHipster et de .NET. Et avant de se présenter, je vais vous demander déjà de vous présenter un petit peu vous. Qui fait du .NET? Pas tout le monde en même temps. Ah, il y en a quand même un. .NET Standard, .NET Core? Standard, ok. Normalement, tout le reste fait du Java. Donc Kotlin, Groovy, tout ce genre de choses. Qui fait du JHipster? Ouais, qui fait du Vertex, c'est juste que du coup c'est pour savoir un petit peu si les gens de JHipster font du Vertex. Est-ce qu'il y en a qui en font? Non? Ok. Donc pour se présenter, je suis venu accompagné de Gauthier et Florian, je vais les laisser se présenter. Bonjour à tous. Donc moi c'est Gauthier Large, je suis architecte chez CGI depuis maintenant 3 ans. Je suis tagué techno Microsoft de dev à fond. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Florian Gourdeau. J'ai intégré le projet JHipster.net il y a de cela 2 mois dans le cadre d'un stage de fin d'études en fait, en master à l'université Grenoble-Alpes et donc on va vous présenter le travail qui a été effectué. Et donc pour ma part, je m'appelle Daniel Pétisme. La journée, je travaille chez Michelin, donc Clermont-Ferrand, celui qui fabrique les pneus. Et la nuit, je m'occupe de différentes choses. J'ai fait partie du jug clermontois, donc le Lava Jug, le meilleur jug du monde. J'ai bossé un petit peu sur un langage sur la JVM qui s'appelle Golo, qui s'appuyait sur une Vogue Dynamic, pour ceux qui ont vu Java 7 passer. Je suis dans la core team Vertex, je suis dans la core team JHipster. Et de manière générale, j'essaye de faire contribuer comme je peux à l'écosystème Java. Donc du coup, vous l'avez compris, moi je suis pas un gars qui fait du .NET à la base. C'est vraiment pas mon boulot. Moi, je suis plutôt un mec qui vient de la JVM, avant tout, avant même la partie Java. Et pourtant, je vais vous faire une presse sur la partie .NET. Donc, normalement, vous allez vous poser la question de pourquoi ce gars-là, il est en train de nous faire une presse sur du .NET s'il fait du Java toute la journée. Je vous ai dit tout à l'heure, je travaille chez Michelin. Chez Michelin, tout de suite, j'ai une mission un peu particulière. Je suis proche des équipes industrie, partie manufacturing. Et en fait, dans l'industrie, c'est un fait, c'est comme ça, Microsoft a gagné la bataille. Ils l'ont gagné pendant des années, c'est en train d'être challenge un petit peu, mais ils l'ont gagné pendant des années. Là où le monde serveur était très Linux, techno open source, Java et compagnie, le monde industriel, lui, c'était du desktop, du Microsoft, et on met tout ce qu'on peut dessus. Donc du coup, dans le cadre de ma mission, je côtoie des gens qui en fait travaillent avec du .NET. Et alors moi, j'ai eu une réaction allergique au .NET depuis mes études. Pourtant, ces gars-là, ils travaillent avec .NET, et je me suis dit, quand même, on est en 2019, il y a des choses intéressantes qui commencent à se passer. Il y a Satya Nadella qui a pris le pouvoir. On voit une révolution côté Microsoft. Ils embauchent même des gars qui font du JHipster. À côté de ça, on a .NET Core qui apparaissent. Est-ce que ça serait pas intéressant d'aller jeter un coup d'œil? Et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure en me disant, ok Daniel, tu vas essayer de jouer un petit peu avec .NET et puis tu vas voir ce que ça donne. Et ce que je vous propose sur la première partie en fait, de cette présentation, si j'avais démarré mon chrono, c'est pas grave. Sur la première partie de cette présentation, en fait, c'est de faire un petit peu le retour d'expérience d'un dev Java dans le monde .NET, avec qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce que j'ai apprécié, et qu'est-ce que j'ai regretté par rapport à un background Java. Et ça permet, l'idée pour moi, en fait, c'est surtout de dire, on est dans notre communauté, on la maîtrise plutôt pas mal, mais en fait, on a assez peu de visibilité sur ce qui est fait à l'extérieur, et comme ça permet de progresser un petit peu sur les forces et faiblesses des langages et des communautés. Tout d'abord, forcément, on commence notre journée par les définitions. Qu'est-ce que .NET? Alors, .NET, c'est un mot un peu tiroir. Il faut que vous voyez .NET exactement comme nous, on positionne Java. Sauf que quand on positionne le mot Java, on parle du langage, on parle de la plateforme, on parle de la JVM, on parle de tout et n'importe quoi. Java, si on regarde la définition, c'est une plateforme de développement. C'est-à-dire c'est un langage de programmation, le langage Java, mais pas que. La JVM qui va avec, les outils, le SDK qui va avec, etc. .NET, c'est la plateforme de développement Microsoft, avec un langage, C#, mais il y en a d'autres, avec une machine virtuelle, la CLR et compagnie. Donc, positionnez vraiment la partie .NET là où nous, on positionne, nous, développeurs Java, on positionne la partie plateforme de développement Java, tout cet écosystème-là. Après, quand vous commencez à bosser sur la partie .NET, vous tombez sur ce genre de casse-tête. Il y a les mecs qui vous disent « Ouais, mais moi, je ne fais pas du .NET comme toi, parce que moi, je fais du .NET Framework. »
Ouais, et donc, bah, toi, tu fais du .NET Core, c'est pas pareil. Et c'est quoi la différence? Le .NET Framework, c'est le .NET que, si vous êtes dev, Java, haters, .NET, c'est le .NET que vous détestez, en fait. C'est celui que vous avez appris à l'école, c'est celui au câblé Microsoft, qui est très, très maqué avec le monde Windows. C'est celui qui, généralement, on a essayé de fuir. Ça, c'était le .NET Framework historique. Microsoft, ensuite, a introduit .NET Core. .NET Core, la volonté de Microsoft, c'était d'avoir une plateforme, multiplateforme, Linux, Mac, Windows, et qui soit plus proche de ce que justement on connaît dans l'environnement Java. Si vous voulez une analogie, .NET Core, c'est Mono avec rebrandé Microsoft, et Mono, c'était .NET Core avec 4 ans d'avance, et avec un pauvre développeur qui a essayé de faire ça tout seul dans son coin. Paix à son âme, le gars il a bien bossé quand même. Mais .NET Core, voilà, c'était cette volonté d'ouvrir un petit peu .NET aux autres plateformes. Et pendant très longtemps, .NET Framework et .NET Core ne se parlaient pas. En fait, .NET Framework avait vraiment ses API très profondes câblées avec Windows, et .NET Core était une réécriture multiplateforme. Et Microsoft a en fait lancé ce qu'ils appellent .NET Standard, qui est une réécriture au fur et à mesure des bibliothèques profondes de .NET pour que ça soit multiplateforme. Donc petit à petit, les spécificités Windows commencent à disparaître pour vraiment faire du multiplateforme. On commence à arriver sur des choses comme on peut connaître sur les JVM. Imaginez 2 JVM qui auraient été construites, une multiplateforme et une qui aurait été spécifiée pour Linux par exemple. On essaie de casser ce modèle-là. Alors il y a le modèle Xamarin, je ne le connais pas très très bien, on pourra en discuter plus tard si vous voulez. Donc .NET Core, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est multiplateforme et c'est la cible de Microsoft. Donc on en discutait avec Gauthier juste avant. Pour .NET 3, j'ai pas dit .NET Core 3, en fait, la cible de Microsoft, c'est de supprimer .NET Framework. En fait. C'est de n'avoir plus qu'une seule plateforme et que cette plateforme soit multiplateforme. Donc ça, c'est la partie importante. .NET Framework typé Windows viendra à disparaître un jour ou l'autre. Donc, moi, quand j'ai commencé sur la partie .NET, j'ai bossé sur la partie .NET Core. Donc, grosso modo, j'ai fait du .NET sur un Mac, exécuté sur un shell, etc. Le langage maintenant, le langage qui tourne sur la partie .NET, c'est C#. Donc, on a tous vu des bouts de C#. Moi, là, c'est vraiment la claque que j'ai eue. Si vous essayez de comparer Java à C#, C# est bien meilleur, clair et net, et je vais vous montrer quelques points pourquoi. Donc, un petit top 3 des choses qui m'a bien plu en C#, ce que j'ai appelé les data objects. Alors, à chaque fois, je vais vous présenter des trucs, vous allez me dire « Ouais, mais ça existe en Kotlin, ça existe en Scala, ça existe en machin. » Oui, mais ça n'existe pas en Java. C'est juste la comparaison. Côté .NET, ils ont des classes, en fait, ils peuvent faire des constructeurs, enfin, appeler les constructeurs avec des paramètres nommés, et en fait, on peut faire l'initialisation un peu statique, versus qu'on connaît en Java, qui est le new user DTO. User DTO, point, le nom de mon champ égale bidule machin, ou sinon je passe dans le constructeur, mais j'ai aucune idée du premier paramètre, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au deuxième, et le cas où à chaque fois on se plante. Les choses intéressantes aussi qu'il y a à voir, c'est qu'ils ont le var, l'afférence de type. Je vais vous montrer depuis au moins 10 ans. Nous, on l'a eu en Java 11, on est content, il vient tout juste de sortir. Il existe depuis un paquet de temps. Autre chose, donc paramètres nommés au moins sur l'initialisation, on l'a toujours pas en Java. Et il y a des paramètres optionnels également, chose qu'on n'a toujours pas en Java non plus. Donc ça, c'est un petit exemple pour montrer, en fait, ça fait du code plutôt élégant quand on l'écrit. Et si vous voulez une comparaison, c'est exactement ce que vous avez en Kotlin par rapport à des POJO Java. D'accord ? Sauf que ça, c'est onboardé dans le langage principal. Et on a aussi l'initialisation des H7 qui sont plutôt pas mal. Autre chose qui est sympa en C#, c'est l'async en native. En Java, on télécharge des extensions complémentaires pour le faire. Le langage le porte ici. Pour tous ceux qui ont fait du TypeScript, vu que c'est les mêmes éditeurs, les await et les async, si vous trouvez ça élégant en TypeScript, en fait, vous les avez dans un langage côté serveur. Et en plus de ça, vous avez toute la sémantique qui va derrière pour exécuter les threads, les bloquer, les mapper, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du langage. Encore une fois, je compare le langage avec le langage. En Java, vous avez plein de bibliothèques pour faire la même chose, mais c'est des choses que vous devez télécharger en plus. Là, c'est le langage qui le fournit. Petite chose aussi que j'aime beaucoup, l'interpolation de chaînes de caractères. Ma petite bataille perso en Java. En C#, vous voulez faire l'interpolation de chaînes de caractères, vous faites $, et à partir de là, ça veut dire que c'est une chaîne qui va être interpolée. Donc du coup, je peux mettre des variables à l'intérieur, et elles sont comprises automatiquement.
on est en train de se casser la tête en Java pour avoir du multiligne pour Java 12, quelque chose comme ça, les triples codes pour avoir du formatting, machin. Qui a déjà fait du templating en Java, vraiment BR, sans avoir le fichier texte? Vraiment, dans mon code Java, je veux faire du templating. Généralement, il n'y a pas grand monde. Qui fait du chaîne de caractères plus ma variable, plus bidule, plus machin truc? On fait ça à peu près toute la journée. Ça existe depuis 20 ans, et pourtant, on n'a toujours pas d'interpolation chaîne de caractères. Et ça existe dans tous les autres langages de la JVM. Voilà, ça c'est toujours mon coup de gueule à chaque fois. Sur la partie async, la petite surprise que j'ai eue, c'est qu'en fait les Reactive Extensions qui sont fournis par Microsoft, en fait, qu'on retrouve en TypeScript, etc., ne sont pas utilisés dans C#. Ils ont une sémantique qui est native, mais en fait tous les flat maps, map, zip et compagnie qu'on connaît dans les Reactive Extensions ne sont pas dans la sémantique du langage. Alors on peut les télécharger à côté, mais du coup j'ai trouvé ça assez marrant que l'éditeur qui fournit ce truc-là pour la communauté dans sa globalité, en fait, sa première communauté qui est C# ne l'utilise pas. Bon, c'est assez marrant, c'est juste un constat. Autre chose qui est sympa en C#, les extensions. Donc, pareil, si vous avez fait du Kotlin, vous les connaissez, les extensions. J'ai une classe string, par exemple, il me manque une méthode capitalize, il me manque des méthodes que j'aimerais bien avoir. Je fais une espèce de métaprogrammation dans laquelle je définis des méthodes. Par exemple, sur ma classe string, je définis capitalize, etc. Et après, je peux les appeler tranquillement. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. On les a tous fait. La méthode isNull qui manque en string, la méthode capitalize, la méthode toPascal case, tout ce qu'on veut, etc. On les a toujours fait. Les méthodes sur les listes, c'est ce qu'on retrouve en Kotlin ou en Groovy, typiquement. C'est comme ça qu'on a étendu les classes Java pour mettre plus de comportements. Ça, pareil, c'est natif dans le langage et c'est plutôt propre. J'en profite aussi au passage. Méthode. Soit je peux faire les accolades, soit je peux faire la grosse flèche. C'est la même syntaxe. Je peux inliner automatiquement dans les méthodes. C'est toujours sympa. Bon, ok, ça c'est super. Vous dites, ok, je vais pouvoir étendre mes chaînes de caractères, mes listes, mes maps et compagnie. Ce qui est assez... Ouais. Oui, j'ai peut-être une question sur les extensions, là, c'est checké à la compilation ou au runtime? Au runtime. Au runtime. C'est loadé au runtime. Alors, tu me dis si je dis une connerie, Gauthier, mais elles sont compilées et après le link il doit se faire au runtime, je pense. Je vérifierai si tu veux, j'ai pas été plus loin que ça. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a je crois qu'il y a peut-être il y a peut-être une erreur de compile s'il manque quelque chose. Est-ce que c'est un genre de multi-patching? Non, c'est pas. Non, on pourra tester si tu veux. On pourra montrer un snippet. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc oui, moi la partie intéressante, c'est pas tant d'étendre les chaînes de caractères, c'est qu'en fait c'est vraiment très profond dans les frameworks. En fait, on va parler un peu après de ASP.NET Core. La façon de proposer des fonctionnalités aux développeurs, c'est vraiment par des extensions. Donc en fait, un développeur qui veut... Alors là, c'est un module que j'ai fait. Voilà, par exemple. AddMVC, c'est une extension. Donc je viens décorer mon objet courant avec plein d'éléments. Et je trouve ça plus propre dans la syntaxe que ce que nous, on a l'habitude de faire, qui est je passe mon objet courant en paramètre à une méthode qui va venir le décorer, voire me retourner un nouvel objet, etc. Là, c'est vraiment embarqué dans les frameworks et c'est quelque chose que vous voyez très communément. Et donc, du coup, c'est relativement propre. Comment je définis une extension? J'ai une classe statique, une méthode statique, je passe le delegate en paramètre, donc le vis, je le passe, je fais tout mon traitement et puis je retourne mon objet ou je retourne ce que j'ai envie de retourner. Et donc, vraiment, c'est quelque chose que vous trouvez très profondément ancré dans les frameworks. Et donc, après, ça me donne ce genre de code. Je vais faire une configuration. Plutôt que d'avoir des add configuration comme on peut avoir en Spring, et en fait qui sont appelés au runtime pour passer toutes les étapes, je peux faire quelque chose comme ça, où c'est moi explicitement qui écris tout. Donc ça, c'était le langage. Donc grosso modo, pour moi, oui, C# est plus fort que Java. L'inférence de type, les objets, les extensions. Quelque chose dont je ne parle pas, la réification. Normalement, en Java, les typages génériques, donc une liste de strings par exemple, le string, il disparaît après la compilation. Il n'existe pas au runtime en fait, c'est juste une vue de l'esprit de la compilation. En C#, ça existe jusqu'au runtime. Donc en fait, vous pouvez faire des contrôles, même sur du chargement dynamique, vous pouvez faire du contrôle de type. On le retrouve aussi dans les frameworks. Donc ça, c'est plutôt propre. Donc du coup, la réification, l'inférence de type, les objets, les extensions. Les traits, c'est les méthodes, enfin l'héritage horizontal. En Java, on fait ça avec des méthodes par défaut dans les interfaces. En C#, c'est le seul point... sinon,
En C#, ça arrive. C'était arrivé en 2018, pardon. C'est le seul truc où j'ai trouvé du retard. Les méthodes par défaut dans les interfaces. Ça m'a manqué un moment. Voilà. L'interpolation de chaînes de caractères depuis 2015 en C# et ça n'existe toujours pas en Java. Donc oui, C# est plus fort que Java, mais la JVM est plus forte que C#. Attention. En tant que développeur Java, vous avez appris à développer avec plusieurs langages. Vous avez un build en Gradle, vous avez des tests de perf en Scala si vous faites du Gatling. Vous avez peut-être un build d'ailleurs en Kotlin à la place de Groovy. Donc normalement, en tant que développeur Java, vous n'êtes peut-être pas expert de tous les langages de la JVM, mais vous avez une culture commune, une espèce d'espéranto qui vous permet de passer d'un langage à l'autre et de profiter des features. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas dans vos projets, je vois assez peu de devs vraiment mélanger. Je vais faire mes Pojo en Kotlin parce que c'est plus beau, mais je vais faire ma couche de contrôleur en Java parce que je la préfère. On n'en est peut-être pas jusque-là, mais on a tendance quand même à bien mélanger les langages. Côté C#, il y a une CLR, donc pareil, il y a un moteur commun, mais les langages n'ont pas de tendance à se mélanger. Les gens qui font du C# font du C#. Il y a F# qui est la version fonctionnelle. Les gens qui font du F# ont tendance à cracher sur les gens qui font du C#. Il y a vraiment une bataille entre les deux communautés. Donc ils ont assez peu l'habitude de se mélanger. ML.NET très typé data, puisque c'est un des chevals de bataille de Microsoft. Et VB.NET, on peut cracher autant qu'on veut dessus, n'empêche que ça a récupéré tous les développeurs qui faisaient du VB et les a amenés sur une stack moderne. Donc c'est peut-être pas beau, mais d'un point de vue choix tactique de Microsoft, c'est plutôt pas mal. Donc la conclusion, c'est C# est meilleur que Java, mais par contre la JVM dans sa globalité est bien meilleure que l'écosystème de langage C#. Côté IDE, donc il y a Visual Studio, c'est la version officielle fournie par Microsoft, donc c'est un package payant. Je sais pas, il n'y a pas de version gratuite. Si ? Community ? Ah c'est bon, il y en a une maintenant. Perso, j'ai utilisé Rider, qui est la version JetBrains. Pourquoi je fais une pub ? Parce que d'une, j'ai gratté une licence gratos. Donc je leur fais de la pub. Et deux, en plus de ça, JetBrains se faisait des thunes en vendant un moteur de refactoring C# qui s'appelait ReSharper. Et donc du coup, c'est comme ça qu'ils faisaient de l'optime sur les projets. Et en fait, ils ont embarqué ce moteur-là dans leur IDE, qui fait que d'un point de vue refactoring de code, j'ai été beaucoup plus accompagné en C# que je le suis en Java. Et c'est beaucoup plus agressif, donc ça m'a permis plus vite de monter en compétences. Je l'ai vraiment senti entre du développement Java et du développement C#. Pour le coup, l'IDE m'a vraiment aidé. Donc Rider, je le trouve plutôt pas mal. Côté framework maintenant. Côté framework, on a deux frameworks principaux. ASP.NET pour la version plutôt web et Entity Framework pour la partie ORM. Je suis à la bourre, c'est ça ? Là, pour le coup, c'est... enfin, non, ASP.NET Core et Entity Framework Core, c'est moyen. Pourquoi c'est moyen ? C'est qu'en fait, pour moi, c'est des briques que Microsoft fournit, très bien, mais qui ne vont pas suffisamment loin. Ça vous permet de commencer à développer un projet, mais assez vite, vous êtes bloqué parce qu'il vous manque des choses techniques et vous vous retrouvez à les coder vous-même. Alors, je ne sais plus si j'ai mis des exemples, mais la pagination. Il n'y a pas de pagination en ASP.NET Core et en Entity Framework Core. Il n'y a pas de gestion d'audit par défaut. Il y a tous ces trucs-là qu'on a tendance à retrouver en Spring, typiquement. Donc avec Spring Data, avec Spring REST, etc. On ne les retrouve pas en .NET. Donc il y a des gens qui vont essayer de faire des libs à côté, mais c'est des choses des fois incomplètes, faites par un mec le dimanche, pas backées par une communauté. Donc du coup, on n'a pas cette structure que Spring peut fournir. On n'a pas cet effort-là. Donc pour moi, ça a été un vrai manque côté framework. Donc les issues, ce que je dis, côté HTTP, j'ai eu pas mal de bloqueurs. Les actions HTTP sont vraiment wrappées, on ne peut pas descendre très très bas. La pagination, les exceptions de base de données, l'injection de dépendance à faire à la mano. Alors les gars, ça, côté C#, à chaque fois vous avez l'argument, ouais mais comme ça, l'injection de dépendance, les développeurs, ils savent ce qu'ils font. Ouais, on peut aussi gérer la mémoire si vous voulez, hein, pour savoir ce qu'on fait. Et à un moment, c'est de dire, est-ce que je veux écrire vite ou est-ce que je veux que le gars il maîtrise jusqu'au bout. Là, vous collez le main de votre programme, vous avez vraiment toutes les dépendances de votre appli, écrit explicitement. C'est un peu chiant. Gestion des configurations dans une certaine limite, pas d'audit, et côté testing, il me manquait des fonctionnalités. Si je compare à un Spring. Donc ensuite, côté écosystème, j'ai fait le langage, j'ai fait le framework côté écosystème. Qui dit C# dit Microsoft forcément. Et là, pour le coup, on ne peut pas enlever. Microsoft a fait plutôt une belle révolution ces temps-ci, avec Satya Nadella qui est arrivé au pouvoir.
tout ce qu'on pensait Microsoft incapable de faire, ils l'ont fait. Ouvrir le kernel Windows, ils l'ont fait. Faire tourner du Linux sur du Windows, ils l'ont fait. Faire tourner du Linux sur Azure, ils l'ont fait. Open sourcer, ils l'ont fait. Tout ce que nous, enfin moi j'ai grandi avec l'image de Microsoft, boîte purement capitaliste qui ferme tout, qui verrouille tout et qui je vois Ballmer sauter sur scène, ils ont pris le contre-pied. Donc Microsoft fait une belle révolution et c'est plutôt pas mal. Après, Microsoft se dit, ouais mais nous on aime l'open source. Je vous ai mis les chiffres, effectivement, ils apparaissent dans les plus gros contributeurs open source. VS Code, première source de contribution sur GitHub. Et on ne peut pas enlever. VS Code, c'est une belle image de la réussite de Microsoft. Ils sont passés de personne ne veut bosser avec eux à un IDE que tous les développeurs ont envie de prendre, voire même certains développeurs Java disent en fait les JetBrains et compagnie c'est un peu trop gros, un VS Code ça me va très bien et je vais aller plus vite. Et pourtant ça transpire le Microsoft, ça s'appelle Visual Studio, tout ce qu'on n'aime pas. Hein. Et les gens ils vont dessus. Donc ça c'est une très belle réussite. Deuxième projet backé par Microsoft qui a le plus de contrib, alors c'est le troisième projet GitHub, Azure Docs. Alors oui c'est sûr vous faites du volume en termes de contrib. Donc quand on vous dit Microsoft aime l'open source, faites attention, les chiffres sont trompeurs. Oui, toute la documentation Azure est sur GitHub, donc forcément ça fait beaucoup de lignes de code. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des contributions? Oui, non, je ne sais pas. Est-ce que le boulot du dev il s'arrête à la ligne de code, il va jusqu'au début? On peut avoir cette discussion. Autre point, quand ils disent Microsoft adore l'open source, c'est que les employés de Microsoft, je crois qu'il y en a 11 000 qui sont payés pour mettre leurs sources sur GitHub. Donc effectivement, ça fait du volume. Vous avez 11 000 personnes qui utilisent GitHub public comme source de vérité, c'est génial, mais ça fait du volume. Mais ils sont payés par leur entreprise. Par contre, moi, ce que je constate de l'autre côté, ce que j'ai pu voir, ça c'est l'image Microsoft, mais en fait, si on regarde le développeur .NET, le développeur .NET en 2019 versus Microsoft, c'est les mecs, on sort de 15 ans où en gros on payait, on avait tout sur étagère, un mode client-fournisseur, à Microsoft qui dit non, maintenant c'est l'open source, je pose, et puis vous consommez, puis vous contribuez, vous faites tout ce que vous voulez. Les devs, ils n'ont pas bougé. Hein. Les devs, ils disent non, moi j'attends que tu me livres. Moi, je ne vais pas changer de modèle. Donc, la position des devs Microsoft est très attentiste versus à des développeurs Java. Et alors, j'ai une très belle histoire pour ça. Celle-ci, c'est ma préférée. Entity Framework Core, vous ne pouvez pas faire de many-to-many avec une classe implicite. Donc, je prends l'exemple, vous avez des users, vous avez des rôles. Vous voulez faire une many-to-many entre les deux, et vous voulez une classe implicite. Donc, vous ne voulez pas gérer la classe user-role. Grosso modo, vous dites, c'est l'ORM qui se débrouille. OK. En Entity Framework Core, vous ne pouvez pas le faire. Il faut que vous spécifiez la classe intermédiaire. En Entity Framework, vous pouvez le faire, mais pas encore. OK, bon, très bien, vous ne pouvez pas le faire, c'est une des limites. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une limite? On soumet une issue. On va sur GitHub, je trouve l'issue, qui a été ouvert le 8 janvier 2015. Et au moment où j'avais été voir une première fois ce truc-là, on est le 11 janvier 2019. Donc, 4 ans plus tard, il y a l'issue qui est toujours ouvert. Et il y a le pauvre dev Microsoft qui dit « Écoutez les mecs, on sait que c'est super important, les mecs, les filles, pardon, on sait que c'est super important, mais juste, on n'est pas payé pour faire ça, on a d'autres choses à faire, on a un manager qui nous dit qu'il faut aller, le cas qu'on connaît tous, donc on n'a pas le temps. Ok, sauf que ça fait 4 ans. Et là on dit, bon, les mecs, c'est quand même en open source, Microsoft, changement de culture, etc. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui se dit, je vais essayer de la faire, je vais essayer d'aider, voir. Ça se trouve, ça sera très nul, mais au moins j'aurais fait un pas en avant. Et alors, si vous allez voir un petit peu, j'ai mis un deuxième commentaire en lien, vous avez un gars, c'est un étudiant brésilien, le gars, c'est un étudiant, il fait, bon, plutôt que de faire du bashing de Microsoft, etc., comment on peut vous aider? Mais un en 4 ans qui dit, comment on peut vous aider, par où on peut attaquer, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de débloquer la situation? Et ça, pour moi, ça matérialise vraiment cette culture de dire, côté Microsoft, eux, ils ont fait leur révolution, Microsoft a fait sa révolution, mais les consommateurs Microsoft ne l'ont pas encore fait, en fait. Et donc, du coup, c'est comme ça que vous allez sur le net. Vous trouvez des projets qui sont pas backés, qui sont des petits projets faits par des mecs sans vraiment de communauté, ou sinon, vous avez le contre-pied, qui est en fait des gars qui ont fait des choses payantes par défaut. Imaginez un Gipster payant par défaut. C'est vraiment la politique. Et les gars qui font des thunes dessus. Donc, si je compare par rapport à Java, nous, côté Java, on a le Java Community Process depuis 1999. Donc, depuis 1999, en fait, ça fait 20 piges quand même, Sun, à l'époque, a dit, les mecs, je ne veux pas être leader de tout le truc. Je n'aurai pas la charge, je n'aurai pas la capacité. On ouvre le système par défaut. Donc, il y a des individus qui sont venus dessus, il y a des jugs qui sont venus, il y a d'autres boîtes qui sont venues aider et designer.
Les Java Date, c'est une c'était comment? C'était Joda à l'époque. L'injection de dépendance a été des produits à part entière. Voilà, il y a vraiment un effort de la communauté. Donc, on a appris en Java à se démerder sans une structure payante, entre guillemets. Et Gipster en est un bel exemple. On a appris à développer les choses qui nous manquaient et à les maintenir, à développer une communauté autour de ça. OpenJDK est un autre exemple. Et même si on aime ou n'aime pas Oracle, même si on trouve qu'ils sont toxiques ou pas toxiques, on a toujours, en tant que développeur Java, une solution, quelque part, pour aller chercher quelque chose. Là où côté Microsoft, cette culture, elle n'existe pas encore. Alors, on a des fondations aussi qui sont plutôt pas mal. Côté Java, quand vous allez voir un DSI ou un directeur technique, etc., et vous lui parlez d'un produit Apache ou un produit qui vient de la fondation Eclipse, c'est des organisations gratos, c'est des gens qui bossent ça. Alors, il y a des structures, c'est pas backé par des entreprises, entre guillemets. Cependant, c'est gage de fiabilité. Quelqu'un qui fait tourner un Tomcat en prod, maintenant, il n'y a pas de question. Et pourtant, c'est un produit qui vient de la communauté open source. D'accord ? Donc, on a réussi à construire des fondations dans le monde Java qui sont hyper fiables. Et pourtant, il n'y a pas d'entreprise derrière. Côté Microsoft, ils essayent de faire la même chose avec la .NET Foundation. Donc, du coup, c'est backé par Microsoft, Red Hat, JetBrains, etc. Je ne sais pas du tout où ça en est. J'ai regardé un petit peu. Les projets, c'est vraiment des projets de « Eh, ça vous dirait de venir dans la fondation parce qu'on cherche du monde ?» Puis ils viennent, mais c'est des gens, je sais pas, il y a 1000 stars sur GitHub, c'est déjà un très gros projet, quoi. Là où Gipster, on est à 14 000, ou des projets Java standard vont être à 2 000, 3 000 sans aucun problème. Voilà pour la partie présentation C# versus Java. Maintenant, on va venir sur la partie Gipster.net. Je vous laisse... Alors, pourquoi on a fait Gipster.net? Pourquoi j'ai fait ça? Donc, je vous ai fait toute ma vie de développeur Java qui arrive dans un monde .net, c'est génial. Donc, au bout d'un moment, je râlais sur beaucoup de choses. Et je me dis, bon, il nous manque certains éléments techniques. Il nous manque une communauté. Il nous manque des standards. J'ai beaucoup manqué de standards. Il y a beaucoup de choses qui sont répétitives. Qu'est-ce que je connais sur le marché qui essaie de régler tous ces problèmes-là? Gipster. Gipster fournit des standards. Vous avez une application qui est générée, vous pouvez la comparer entre vous, entre guillemets. Fournit des briques techniques qui manquaient, l'authentification de JWT, du caching, etc. Ça arrive avec ça. Et il y a une communauté autour qui permet de dire, voilà comment moi je le ferais, qu'est-ce que vous en pensez? Et on travaille à partir de là. Donc je me suis dit, bon, puisqu'il manque ça en .NET, ben essayons de le faire. Et c'est comme ça que Gipster.net a commencé. Et donc du coup, on a commencé à l'annoncer à partir du 12 février. Je vous laisse faire la suite. Tu veux faire sur celui-là? Moi, c'était ce que je viens de dire. Ok. Je vais commencer par vous parler un petit peu de CGI, donc l'entreprise où on travaille avec Florian. Donc nous, on est une ESN, on est 77 000 dans le monde, donc on est une grosse structure avec 400 bureaux et 5000 clients. Et on a des clients, on adresse à peu près toutes les problématiques de l'IT. Donc on fait du consulting, de l'outsourcing de SI, une partie du SI, des solutions business et de l'intégration de systèmes. Et pour des clients qui sont dans tous les secteurs d'activité, donc que ce soit le retail, l'énergie, l'industrie, la santé, les secteurs publics, etc. Donc on a eu pas mal de problématiques et un peu comme Microsoft, on a dû changer un peu notre mindset. Au début, on était en grande majorité sur nos projets prescripteurs de solutions propriétaires. Donc des bases de données comme Oracle, des systèmes des systèmes pour la géolocalisation, etc., comme ArcGIS. Et après, petit à petit, dans chacun de nos projets, on a commencé à incorporer des briques open source, parce que les projets bougeaient, les bugs étaient corrigés rapidement, parce qu'avec un éditeur, on n'avait pas, et l'intégration était parfois difficile. Donc on a commencé à intégrer de plus en plus d'open source, et le next step, après pour nous, c'est de contribuer à l'open source pour pouvoir participer à cet écosystème et à pouvoir mieux le maîtriser aussi. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à contribuer, nous, à Grenoble. Donc on a commencé par faire quelques PR sur Angular. Et les dernières, on a commencé à participer à un projet qui s'appelle ForgeGG, qui est une forge logicielle en Java, libre. Et cette année, on contribue à Gipster.net.
Donc pourquoi on contribue à Gipster.net? Donc comme l'a dit Daniel, en .NET on manque vraiment de standards et à chaque fois qu'on repart, on fait une application from scratch, souvent on a tendance à réinventer la roue. Donc on a un réel besoin de standardifier nos développements et aussi d'accélérer la mise en place d'un projet. Donc pour nous, on utilise pas mal Gipster déjà dans d'autres projets et en Java, et on a des demandes de nos clients côté .NET. Donc à Grenoble, on utilise déjà Gipster pour des clients comme Michelin, comme RTE, comme Schneider. Ça fonctionne très bien et donc comme l'a dit Daniel, l'industrie fonctionne beaucoup sur la plateforme Microsoft, donc il nous fallait la même chose côté .NET. Maintenant, je vais passer la main à Florian qui va expliquer tout ce qu'il a fait durant le début de son stage et les issues qu'il a rencontrées. Effectivement, je voulais revenir sur quelques problématiques qui ont été rencontrées durant le projet et en particulier moi sur lesquelles j'ai pu travailler. Daniel a déjà présenté le problème qu'on a pu avoir avec la relation many-to-many. Le problème qui se pose, c'est que si vous voulez, avec Java Hibernate, la many-to-many est totalement gérée de façon transparente. La table de jointure existe et en fait on va exposer comme propriété de navigation, comme vous le savez certainement, des collections de labels, par exemple ici dans l'exemple, des collections de labels qu'on peut voir en bleu dans les opérations et des collections d'opérations dans les labels. Et on peut accéder directement à ces collections. Le choix qui a été fait dans .NET Core et Entity Framework, c'est de manipuler comme propriété de navigation des collections d'opérations labels directement, et c'est à nous de gérer en fait l'entité de jointure qui est vraiment visible. Alors c'est une problématique à laquelle on a répondu au final. On a clos l'issue, vous pouvez, je ne vais pas venir expliciter plus ce qui a été fait dans le code. L'issue est visible, vous pouvez la consulter sur le repo de la sample app Java Hipster.NET Core. Une autre problématique qu'on a pu rencontrer, c'est lors de la récupération des données par rapport à ce qui est fait en Hibernate. C'est que le fetch des données qui sont retournées au front-end est fait est fait en lazy en fait pour des relations qui sont en many-to-one ou en one-to-one et sont faits non, c'est l'inverse. Ils sont faits en eager et sont faits en lazy pour des relations de one-to-many à many-to-many. Donc en fait, pour faire simple, on ne retournait pas les mêmes données qui étaient attendues par le front-end, et ça c'est problématique parce que notre projet veut s'interfacer absolument au front-end sans qu'on ait à le modifier. Donc c'est un gros travail qui a été effectué aussi, que vous pouvez une fois de plus aller consulter sur le repo. Vous pouvez consulter un bon nombre d'autres issues, là j'ai parlé des principales, des plus grosses. Vous pouvez... Oui, ensuite je voulais dire qu'on est arrivé à une sample app qui était fonctionnelle en fait, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a attaqué le projet de la génération et le blueprint, et aujourd'hui on a un bon travail à vous présenter, et vous pouvez également aller consulter le repo, nous faire un retour, et je vais laisser parler Daniel pour nous faire la démonstration. La démo. Donc, est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas normalement. Ça va à peu près là? Ok. Donc maintenant, on a un super blueprint, donc vous pouvez faire Gipster. Alors, il est encore en alpha, il est encore en stage vraiment early prototype, il manque beaucoup de choses, mais en tout cas, on peut vous faire une démo. Donc, je peux lancer Gipster en blueprint.NET Core. Donc, ça me balance Gipster. Voilà, je choisis de faire un monolithe. Pour l'instant, je ne peux rien faire d'autre qu'un monolithe en .NET. Comment s'appelle mon application? GipsterConf, super. Et à partir de là, oh c'est pas joli, dommage. À partir de là, en fait, je tombe dans le générateur C#, dans le générateur Gipster.NET, pardon. Donc là, on me demande, première fois qu'on pose la question dans un générateur Java,
quel est le namespace en C#? Je l'appelle myCompany par défaut. Est-ce que je veux de l'internationalisation? Là, je rebranche sur les générateurs front qui existent. Oui, je veux de l'internationalisation, je veux de l'anglais, par exemple. Et ça, c'est toujours de là, mais ça génère absolument rien. OK. Et à partir de là, ça me génère une super application. Allez. Du coup, les options, parce que là, il y a plein de questions qu'on peut poser. Oui. Ça veut dire qu'il y a des options qui ont été mises par défaut. Il y a des options qui ont été mises par défaut. Alors, il y a des choses qui ont été complètement effacées. Après, le côté positif, c'est que Oula. Non, si, c'est bon. Si, c'est bon. Les options vraiment par défaut, skip client, skip server, etc., qui sont vraiment très hautes, celles-ci, on les garde. Après, le problème, c'est qu'en fonction du générateur, il faut regarder, il y a certaines options qui sont très typées Java, et donc du coup, qu'il faut dégager. Je parle par exemple sélectionner la base de données. C'est que Alors, SQL. pour l'instant, c'est que SQL. Et l'authentification. C'est que SQL Server. Et bien l'authentification chez JWT. Alors par défaut, je l'ai que en mode dev, et en dev, il y a une base de données en mémoire qui tourne, et après il met une target SQL Server, je vais pas essayer de la déployer sur un SQL Server. Là du coup, ce qui m'a automatiquement installé c'était ça. Donc là, juste pour montrer, déjà... Donc là, j'ai l'application qui a été générée. Donc j'ai gypsterconf qui est mon application dans laquelle je vais retrouver mes objets .NET. Donc si on va voir, par exemple, j'ai un contrôleur, j'ai le fameux account controller. Bon là, il me met tout en rouge parce que c'est C# qui merde. C'est le Visual Studio Code qui merde. Mais donc du coup, j'ai bien tout le code qui a été généré. J'ai ma data, j'ai mon application database context qui contient certains éléments. Donc mon user role, etc. Tout ça, c'est généré. Ce que vous avez l'habitude de retrouver. Ce qu'on a fait en plus, pardon, je navigue un peu dans les deux sens. Ce qu'on a fait en plus, c'est que je vous ai dit, il manquait beaucoup d'options côté ASP.NET Core, la pagination, certaines gestions d'exception, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis dans une lib qu'on appelait GipsterNet pour le moment. C'est un peu le pendant de la lib Gipster Core que vous retrouvez dans la version Java. À voir, pour l'instant, elle est générée avec le projet pour que tout le monde ait la visu sur tout le code. Est-ce que demain, elle sera gérée comme un package NuGet, qui est le gestionnaire de dépendance Microsoft? Est-ce qu'il sera géré comme un package à côté? Est-ce que ça sera généré avec le code? Ça, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira, ce sera le feedback des développeurs. En attendant, pour l'instant, tout le code qu'on a fait sur la gestion des loggers, sur la gestion de la pagination, vous avez tout à disposition. On génère les mêmes choses que Gipster, c'est-à-dire classique, donc les prettiers, les éditeurs config, les gitignore et compagnie. Toute cette partie développeur expérience est générée par défaut également. Et on vous génère aussi les tests. Donc par exemple, mon fameux account controller, bah, il est testé. Donc la suite de tests Gipster a été portée en C#. Donc normalement, là, si je vais me mettre là, si je fais .NET test, moment verbosity normal. Donc il va me restaurer le projet, super. Ça va tourner pendant un moment, bref, à la limite on regardera le résultat, mais j'ai la suite de tests qui passe par défaut. Donc j'ai quasi une cinquantaine de tests qui sont par défaut dans le projet. Et on va regarder la partie la plus intéressante, GipsterNet conf, pardon. Tac, donc là si je fais, je sais jamais s'il faut que j'aille, normalement je dois pouvoir faire comme ça, .NET run, si je fais ça. Non, ça il va couiner. Il faut que je fasse le npm install conf. Le npm install, il faut que je le fasse ici, sinon il va couiner. Non, bien vu. Alors, c'est là où on voit que c'est encore du proto. J'ai deux trucs à enlever. Tac, package JSON, générateur .NET. Il faut que je dégage ça. Et au passage, vi.conf /. Je vais y arriver, conf ça. Il faut que je rajoute ça. C'est là où je vous dis qu'on est encore en mode démo dans le URC.
blueprint, tac, tac, tac. Ok, on repart. Il m'a fait mon npm install ou pas? Je sais même pas si il a fait le npm install. Non, tac, npm install, ça. Voilà, hop là, je lance le npm install. Désolé. Alors du coup, je propose, pendant que ça fait le npm install, on va juste parler de qu'est-ce qu'on compte faire après. Je te laisse le présenter. Donc les prochaines étapes, ce qui nous reste à faire pour que le proto soit viable, on travaille sur la partie génération, donc il nous reste les tests à générer. Il nous reste... on avait une slide là-dessus, pour me rappeler. Tac, je te présente. Hop. Tac. Alors, on a la partie client aussi. On a des problématiques avec le générateur Gipster qui nous pose le client pas où l'application .NET s'y attend. Donc, on a un travail à faire pour régler ce problème de passe. On doit donc faire la partie test des entités. Côté client, entity client, on doit tester le générateur qu'on a mis en place, donc mettre en place des tests unitaires au niveau du blueprint. Et on doit encore mettre en place la partie Docker et la partie qualité de code, générer le sonar, etc. Etc. C'est bon pour la démo. On a autre chose à faire. Ah, putain. Ouf. Tadam. Là, il a fini la partie du build, le build de la partie front. Et normalement, ça va partir. Ça, c'était pour le plaisir des yeux. Ça va rester 10 secondes, parce que j'ai mis un slip exprès. Et après, vous allez voir à quelle vitesse va démarrer une application .NET. Voilà, elle est up. Voilà la première application .NET Core générée avec un générateur JS qui a été fait pour Java sur un Mac. Et ça, donc on a bien le admin, on peut faire le user management. Je peux créer un user. Tac, test@test.com. Ok, je veux qu'ils sont user, save. Ok, j'ai bien mon user. Okay. Et donc du coup, pour vous montrer aussi la dernière chose qu'on voulait montrer, ici je peux faire un Gipster entity speaker. Est-ce que je veux un champ? Oui. Je veux qu'il s'appelle first name. Tac, je veux qu'il soit un string. Est-ce que je veux rajouter de la validation? Non. Est-ce que je veux rajouter d'autres champs? Non. Est-ce que je veux rajouter une relation? Non, on va aller vite. Je veux générer ça. Je veux ça. Les choix par défaut. Il y a un conflit? Oui, c'est normal. Ok, là il finit avec une erreur, mais c'est pas très grave. Et donc là, dans mon application Gipster Conf, maintenant, si j'arrive à le retrouver, contrôleur. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Là, pardon. Si je vais dans mes modèles, j'ai bien mon speaker avec mon objet qui est généré, avec mon contrôleur qui doit être juste au-dessus, speaker contrôleur qui est généré. Donc on retrouve bien la philosophie Gipster portée en .NET. Ce qui nous manque, ce que disait Gauthier juste avant, c'est la partie cliente, générer l'interface. Tac, je reviens sur les slides. Donc voilà. Tu fais conclure ou je conclue? Vas-y. Donc voilà, ça c'était la première annonce de Gipster.net. Donc on a quelque chose qui est vraiment prototype, on vous l'a montré, mais qui permet de couvrir le cas bateau de Gipster. Maintenant, à votre tour de contribuer, entre guillemets. Donc je propose qu'on applaudisse Gauthier et Florian qui
On peut féliciter l'initiative de CGI d'avoir investi sur Gipster et d'avoir pris un stagiaire pour travailler sur un blueprint vraiment en early stage. Donc ça, on peut les féliciter. Les 2 repos sont hostés sur Gipster, donc on n'attend plus que vous.